Bonjour à tous, bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire un gros point sur le BTC qui est un petit peu en recovery aujourd'hui, donc c'est bien. On continue le mouvement haussier qu'on avait initié il y a 4-5 jours. Donc pour l'instant, on va dire que le scénario de pleine lune, plus bien entendu bonne santé du réseau on-chain est en train de tenir. Voilà, on a passé des résistances très importantes qui pour moi montrent que potentiellement on va ici aller, alors même si on ne va pas y aller en ligne droite, mais aller potentiellement ici chercher au moins à minima les 44 400. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Et ensuite, si on a le temps, on ira faire une analyse du flux. Donc on passe en partage d'écran. J'en profite pour faire comme d'habitude l'appel à l'abonnement, c'est-à-dire si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas à venir nous rejoindre sur la chaîne, vous abonner, activer la cloche des notifications, mettre un j'aime, un commentaire. Cette chaîne est totalement gratuite, elle n'a rien à vendre, y compris sur le Discord, sur lequel vous pouvez nous rejoindre aussi et sur lequel vous trouverez une communauté très sympa qui pourra bien entendu vous aider dans vos trades, répondre à vos questions, etc. Donc ça c'est fait. À partir de là, vous comprenez qu'on est tout à fait dans le scénario qu'on avait dit, c'est-à-dire que potentiellement ce support oblique ici tienne, en tout cas pour le moment, et que on vient de dépasser ici cette résistance qu'on avait aux 41 000 $, sur laquelle on s'était buté un petit peu la tête ici. Donc globalement, ici, on a fait un check de cette résistance qui a légèrement dévié, hein, ceci est une déviation, de manière à accumuler du shorter au-dessus, et que là, on est en train de short squeezer. Donc là, on est en train d'aller chercher tous les shorts qui s'étaient construits sur ce niveau-là, la perte de cette résistance oblique. Ensuite, ici, on est en train de passer cette bande verte ici, bon, que j'aurais peut-être dû d'ailleurs mettre en rouge hein, pour montrer son côté un petit peu voilà, dangereux. Voilà. On avait en fait une zone un petit peu à passer entre les 41 200 et les 42 000. Si j'avais ce soir en clôture au-dessus des 42 000, c'est très bon. Ça veut dire qu'on a cassé aussi ce niveau-là, là, vous voyez, sur lequel on avait clôturé et réouvert autour du 8-9 mars. Donc ça veut dire qu'on est potentiellement ici en train de breaker haussier et d'essayer d'aller à minima chercher cette résistance-là. Celle-là est beaucoup moins forte pour moi. D'ailleurs, on va la mettre en trétillé, comme ça au moins on aura quelque chose de plus logique. Voilà. Ici, on avait une résistance, on a une résistance, on risque de latéraliser un petit peu dessus, mais potentiellement les 44,5 sont pour moi à l'instant T le point à passer. Après, on s'occupera éventuellement de cette ligne ici en trétillé jaune. À partir de là, comprenez bien que hier, j'ai fait une vidéo. Excusez-moi, je mets en pause. Désolé. Donc du coup, j'étais en train de parler ici d'un scénario baissier que j'ai évoqué hier et que on a entrevu dans les news ici quand on nous parle de un éventuel bear market sur les US stocks, c'est-à-dire la Fed fait toujours un petit peu n'importe quoi et du coup, on va en bear market avant cet été. Un analyste qui nous dit ça, c'est aussi quelque chose que moi j'ai évoqué hier. Et pourquoi j'évoque ça? Tout simplement parce que j'aime bien, moi, parler du marché des cryptos comme étant un marché, comme étant un petit peu de la boxe, quoi. C'est-à-dire, dès que vous baissez votre garde, dès que vous voyez quelque chose de haussier, il faut toujours quand même avoir un scénario derrière qui peut potentiellement vous dire que ça va baisser. Ici, qu'est-ce que ça voudrait dire si on était en boxe, baisser sa garde? Ça voudrait dire tout simplement que cette épaule, tête-épaule là, et vous voyez qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus de cette ligne de coup là, donc on n'arrive pas vraiment à invalider cette figure, que cette épaule, tête-épaule se réalise et qu'on aille à un moment donné aux 28 000 $, voire potentiellement en dessous. D'accord? Ça, vous avez épaule, tête-épaule, 70% de chance de se réaliser. Et ici, épaule, tête-épaule, 50%. Bien entendu, il reste les 30% supplémentaires. Et bien entendu, on a une time frame supérieure qui est la running. La running, time frame supérieure, normalement, c'est plus fort. Mais la running peut très bien se transformer ici en expanding flat, c'est-à-dire qu'on aurait une descente en plusieurs vagues, potentiellement 1, 2, 3, 4, 5 par exemple, qui viennent ici chercher ces fameux niveaux-là. Donc là, on serait potentiellement dans une 4. Néanmoins, pour moi, comment je ne baisse pas ma garde? Tout simplement, je mets des ordres d'achat ici. C'est-à-dire que ici, là, j'ai alloué du cash que j'ai bloqué pour le moment en mettant, en cas de flash crash, tout simplement des ordres d'achat ici aux 28 000 et ici autour des 20 000. Tout simplement, c'est un peu l'idée de ne pas baisser sa garde. Ça ne veut pas dire qu'on va se prendre un coup de latte dans les gencives. On ne va pas manger pour autant une salade de phalange ici, mais ne baissons pas notre garde et gardons en tête ces potentiels scénarios baissiers
parce que c'est important. Ici, on a une poche de liquidité en short dont je vous avais parlé qu'il faudra aller chercher. Donc pour moi, si on passe les 44,5, on ira assez facilement ici autour des 49,50. Et vous comprenez bien que pour moi, et ça j'en parle depuis longtemps sur la chaîne, ça serait compliqué d'accuser ici toute cette descente sans faire un rebond technique à minima autour des 58-60 000 $. Donc vous comprenez ce que ça veut dire pour vos altcoins et vos bitcoins, donc votre portefeuille en général. D'accord, on passe maintenant aux news. Les news avec la Russie qui semble monter d'un cran dans le Donbass et qui semble enchaîner plus ou moins les victoires. Tesla qui nous poste, qui donne des records au niveau des earnings. En ce moment, c'est la saison des earnings. Ça veut dire que tout simplement, les entreprises publient leurs résultats du premier trimestre. Et donc, du coup, là, on voit ici, par rapport à hier, Netflix a publié ses earnings. Et donc, du coup, on avait un choc puisqu'ils ont perdu 200 000 abonnés. Et bien là, à l'inverse, c'est Tesla qui restaure la foi dans la saison des earnings. Donc, voilà. Ensuite, au niveau purement Bitcoin, on a l'optimisme qui augmente au moment où un spot, un ETF qui n'est pas basé sur les spots, mais qui est basé sur les futurs, donc ça n'est pas un ETF spot, qui serait vraiment excellent d'avoir un ETF spot aux États-Unis. Vous en avez déjà au Canada, vous en avez déjà en Australie, il y en a 3 en Australie qui vont sortir cette semaine, vous en avez déjà au Brésil, etc. Mais il n'y a pas d'ETF spot qui ont été acceptés par la SEC, la Securities and Exchange Commission aux États-Unis. Néanmoins, hier, ils ont approuvé un ETF qui est basé sur l'acte 33 et l'acte 34. C'est-à-dire qu'avant, les ETF étaient basés sur l'acte 40 et le fait d'accepter un ETF sur l'acte 33 et 34, même s'il est basé sur les futurs et non sur le spot, est quelque chose qui ouvre la voie potentiellement à un ETF spot. Quel serait le meilleur scénario, le best case scénario? C'est tout simplement que Grayscale, qui a énormément de Bitcoin, devienne le premier ETF spot. Et vous voyez que c'est le scénario que joue une partie des acteurs du marché. Puisque avant, on avait un premium rate qui était un discount et qui lui était à moins 28%, qui là aujourd'hui passe à moins 21%. Donc, les acteurs du marché se disent, si jamais je pouvais avoir du Bitcoin à moins 20%, tout simplement, je réduis mon risque de rentrer sur Bitcoin. Donc, autant rentrer sur le GBTC, qui est un trust, qui n'est pas un ETF, autant rentrer sur le GBTC au sens où Grayscale est depuis très longtemps en train de demander son accession à un ETF spot et que la SEC le refuse. On a de bonnes chances qu'ici, il soit prêt à un moment donné et que la SEC accepte, étant donné que le Canada, l'Australie et le Brésil l'ont déjà fait, acceptent un spot ETF basé sur le fonds Grayscale. OK ? Donc, c'était assez rapide, beaucoup d'infos d'un coup, mais il faut bien comprendre ça ici. Je vous ai parlé aussi du scénario baissier, parce que ça me paraît important de le faire, et je pense que je ne vous ai pas encore parlé du scénario ici, haussier, mais le scénario haussier, j'en parle tous les jours. C'est-à-dire qu'ici, on-chain, on a l'offre liquide qui atteint un nouveau plus bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'offre illiquide, elle part en parabole. Comment ça se passe ça et comment on fait en général pour comprendre ça? Tout simplement, Glassnode classe ses portefeuilles en fonction de leur propension ou non à vendre leur Bitcoin, c'est-à-dire que l'offre illiquide est constituée de bagues et de portefeuilles qui n'ont jamais vendu plus de 25% de la totalité de leur bagues. Et donc là, vous comprenez que c'est l'inverse, c'est l'offre illiquide, ceux qui vendent très, très souvent, les mains faibles, ceux qui achètent et vendent 100% de leur bagues assez rapidement, qui en ce moment sont littéralement en train de ne pas rentrer sur Bitcoin, qui est une très bonne nouvelle par rapport à l'accumulation et surtout par rapport à la santé de ceux qui accumulent à l'instant T. Leur propension à vendre est très faible. Donc, à partir de là, on a fait, bien entendu, je pense, le tour d'à peu près tout. Je voudrais expliquer ici le mécanisme de liquidation, puisque ça m'a été posé comme question sur le Discord. Et plutôt que de faire simplement un roman pour une personne, je préfère simplement faire ici tout un point pour que tout le monde comprenne bien la question. Qu'est-ce qu'il se passe si je longue en levier x5 avec un BTC? Ça veut dire qu'admettons que je rentre ici à l'instant T, d'accord, et je mets donc du coup ici sur la table un BTC que je longue en levier x5, d'accord? Donc j'ai un BTC à moi, il est déjà à moi, et je le longue en levier x5. Qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, l'exchange va me prêter 4 BTC, d'accord? Donc c'est ça qui fait mon levier x5, c'est-à-dire que sur toute la hausse ici, au moment où je sors ici,
ben, mon profit il aurait été multiplié par 5. Au lieu de 1 BTC, j'aurais joué avec 5 BTC puisque j'en ai emprunté 4. D'accord? Donc c'est ça un levier x5, tout simplement. Il faut comprendre que si mon scénario se réalise, eh ben, les gains sont x5. Mais si jamais on part à la baisse, qu'est-ce qui se passe? Admettons que ici on part tout de suite à la baisse après mon achat, et ben tout simplement, la question, là où va être garé mon BTC, il va être garé ici, en premier, d'accord? Mon BTC de collatéral est garé en premier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'exchange protège les 4 BTC qu'ils m'ont prêtés, ok? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que mon prix de liquidation sera à moins 20% en dessous du prix, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à moins 20%, parce que je suis en levier x5 ici, donc là, admettons à peu près, hein, j'aurai un prix de liquidation qui sera, hop, là j'ai tout pris, qui sera garé juste là, d'accord? Donc mon BTC, il est là, il est garé là, et en dessous, ici, il y aura les 4 BTC de l'exchange. Donc ça, c'est dans le cas où on est baissier, hein. Si on est haussier, si c'est mon scénario qui se réalise, ici, vous comprenez que c'est pas du tout la même dynamique si on baisse ou si on monte. Donc si on baisse, comme j'étais en longue, il y avait les 4 BTC de l'exchange qui ne peuvent pas être touchés, tout simplement au moment où on est baissier, le moment où on va toucher ici les moins 20%, l'exchange va dire stop, ton BTC, c'était le premier en collatéral, il a été pris. Donc nous, on récupère nos 4 BTC et ton BTC est liquidé. C'est ça qu'on appelle une liquidation, d'accord? Le BTC est liquidé, ça veut dire qu'il ne m'appartient plus. Bien entendu, il y a les frais, etc. Donc, mon prix de liquidation, il ne sera pas exactement à moins 20%. Il y a le funding dedans, c'est-à-dire combien ça m'a coûté d'emprunter 4 BTC. Et il y a bien sûr les frais de transaction, plus les frais de liquidation si je suis liquidé. Donc, peut-être que mon prix de liquidation, il sera plutôt à moins 18, mais vous comprenez ici la dynamique, je simplifie. Donc, si je monte, je gagne x5. Si je baisse, mon collatéral perd 5 fois plus vite. C'est ça qu'il faut comprendre sur les leviers. Et c'est pour ça que je parle de liquidité. C'est pour ça que quand on se balade ici, vous comprenez bien que là, par exemple, quand je vous parle de prix de liquidation, je vous dis, ah ben là, ce niveau-là, il a été pris, et ben tout simplement, je vous parle du point d'entrée du bonhomme. Je ne vous parle pas de son prix de liquidation exact. Donc, bien entendu que là, en ce moment, on est plutôt en train de liquider des gens qui sont rentrés par là. Mais on simplifie l'analyse ici dans l'order flow en faisant comme si ces gens-là avaient mis un stop loss à leur point d'entrée, tout simplement. Bien entendu qu'en ce moment, on traite des poches de liquidité qui sont antérieures, mais comme on ne peut pas savoir quel est leur levier exactement et à quel point ils sont rentrés, on simplifie l'analyse comme ça, c'est-à-dire qu'on décale l'analyse. Donc ça, très important à comprendre parce que tout simplement, comprendre que quand vous faites un levier x5, vous empruntez 4 BTC et que c'est votre collatéral qui est dans la bande rouge entre le prix d'entrée et le prix de liquidation. Ok? Donc tout simplement, même si je sortais ici et si je clôturais ma position, on aurait pris une partie de mes liquidités quand même. Une partie de mon BTC ici va diminuer si jamais il va diminuer 5 fois plus vite. C'est ça qu'il faut bien comprendre, d'accord? Donc voilà, à partir de là, on a fait le point là-dessus. J'espère qu'il était assez clair et assez précis. J'espère que l'idée, vous l'avez bien comprise ici et que vous avez bien compris aussi que l'analyse des liquidations est décalée. Voilà. Nouvel indicateur que m'a montré un abonné du Discord également, c'est tout simplement les niveaux de liquidation. Donc ça correspond à peu près à ce que nous dit iBlock, qui veut bien s'afficher. Ouais. Où du coup, vous avez cet indicateur qui est pas trop mal. Alors, je l'ai pas encore à 100% backtesté, puisque l'info m'a été donnée hier. Donc, je regarde. J'apprends beaucoup des gens du Discord, hein, tout simplement. C'est un échange. Donc, c'est vraiment super. Donc là, du coup, vous avez un petit peu ce que nous donne iBlock ici, là, dans les niveaux. Vous voyez ce gros long qui s'est ouvert là, par exemple, etc. Vous l'avez directement sur TradingView, donc c'est intéressant. Ici, vous voyez sur Kingfisher, vous avez un petit peu la même chose, mais en parallèle. Et là, vous voyez qu'on a quelque chose à prendre ici au 42, voilà, et potentiellement une grosse poche à venir traiter ici jusqu'au 40 sur Kingfisher. En tout cas, les algorithmes de Kingfisher le voient comme ça. Ensuite, donc, on a fait, je pense, le tour sur BTC. Je voulais vous montrer toutes ces choses-là. J'espère que c'était intéressant pour tout le monde quand même, ce petit point sur les liquidations là. Ici 42 410, donc c'est plutôt une bonne chose vraiment. En 15 minutes, est-ce qu'on on va faire un petit point en 4 heures, tiens, pour donner un petit peu, parce que je le fais pas souvent, mais c'est intéressant de le faire, je trouve. Ici, on a peut-être une petite baissière qui est en train de se mettre en place, mais elle n'est pas du tout confirmée. Là, vous voyez ici, le prix monte et le RSI descend. Là, on avait une haussière en 4 heures assez magistrale. Vous voyez qu'ici, le prix est descendu et le RSI monte. Les haussières se voient toujours sous le prix. Les baissières se voient toujours au-dessus du prix. Quelle que soit la tendance, vous pourrez voir la divergence. Après, que ça soit une cachée ou une normale,
C'est plus fort normalement d'avoir une normale, c'est-à-dire que ça c'est une normale, ici en baissier, là, hop, tac, tac, ça c'est une haussière normale, elle est sous le prix et elle est dans ce sens-là, et les baissières ça sera l'inverse, c'est-à-dire que si je vous trouve une baissière au-dessus du prix, bah, c'est tout simplement ça, c'est-à-dire, non même pas, ça va être, on va chercher quelque chose, ça c'était une baissière cachée, non... non, 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 non. En daily, en 4 heures, on n'en a pas beaucoup là. Ici, ouais, là, non, toujours pas. Ici non plus. Ici, oui, là, on en a une. Donc ça, vous voyez, là, c'est l'inverse. Le prix monte, le RN, non, même pas. Non plus. Non. Bon, en gros, une baissière, elle aura l'ordre inverse, c'est-à-dire qu'elle va faire comme ça et comme ça, mais au-dessus du prix. D'accord? Donc, si elle est vers la droite, c'est une haussière. Si elle est vers la gauche, c'est une baissière. Ensuite, MACD en 4 heures. MACD en 4 heures. Alors, ça nous dit que ce mouvement-là était moins fort que celui-là. Et ça nous dit que, donc, le mouvement d'achat, hein, d'accord? Et ça nous dit que dans le même ordre, ce mouvement de vente était plus fort que celui-là. Donc, les vendeurs s'essoufflent et les acheteurs s'essoufflent aussi. Donc, ça fait une contraction du momentum ici. C'est-à-dire que le marché devra prendre une décision en 4 heures, c'est-à-dire que là, vous voyez que, tac, on a une contraction du momentum. C'est quelque chose sur lequel, éventuellement, le marché devra rapidement prendre une décision. Bon, voilà, pour moi, on reste quand même relativement haussier là à court terme, même si faire un petit dip au 40, de toute façon, on sait qu'on restera, et ça, on le voit sur les options, on restera, il y a 2 strikes là ici sur les options, un strike à 43 et un strike à 40. Sûrement que demain matin, à 9 heures, on sera potentiellement entre les 41, enfin entre les 40 100 et les 42 900, voilà, pour être plus précis. Donc, on va aller analyser maintenant le flux. J'espère que ça va être intéressant. Donc, du coup, on passe sur la charte du flux. Qu'est-ce qu'on a sur le flux? Tout simplement, on va enlever ces niveaux-là. Tac, et tac, on a une trend. On va zoomer un petit peu. Hop, voilà, non, hop, voilà. Voilà, on a une trend ici avec la zone de rechargement qui se trouve là. On a une structure de l'autre côté de la trend, donc ça c'est intéressant. On a un premier W qui a été confirmé là. On a un deuxième W qui a été confirmé là. Et là, on est en train de potentiellement redescendre un petit peu plus bas pour donner éventuellement un troisième W ou alors repartir plus bas. C'est ce qu'on va regarder maintenant. En tout cas, localisation pas trop mal. On n'est pas en zone de rechargement, mais on est quasi au contact, donc c'est pas mal. Et structure, c'est oui. Au niveau du momentum, qu'est-ce qu'on a? On a ici, on est en daily. En daily, pas vraiment de divergence notable. Si ce n'est, bon, ben, elle a joué, hein, cette divergence où là, le prix descend et le RSI monte, vous le voyez. Ici, c'est l'inverse, le prix monte, le RSI descend. Donc là, on nous a annoncé, là, déjà ici, que ce mouvement-là était plus fort que celui-là. Ça voulait dire que potentiellement, on allait corriger, ça a été le cas. Et puis, ici, elle est cachée. Bon, alors, vous voyez que c'est vraiment au dollar près, hein, mais... ici, par contre, ce mouvement-là d'achat est plus puissant que celui-ci. Même si le prix ne s'en ressent pas forcément, on voit ici qu'il y a quand même quelque chose qui se passe sur Flux. Ensuite, là, le momentum est plutôt bearish, c'est-à-dire que ce mouvement-là de vente, vous le voyez là, ici, a été moins fort que celui-là, et ce mouvement-là d'achat, vous le voyez ici, a été moins fort que celui-là. Donc, vous voyez que le MACD est en train de descendre. Ça veut dire que le momentum est toujours dans les mains, pour l'instant, des bears. Ici, sur Cypher, on nous donne un point d'achat intéressant. Donc, ça, c'était avant-hier. Avant-hier, on nous donnait sur Cypher un point d'achat intéressant. Ici, au contact, ici, vous voyez, de la zone de... rechargement. Donc au niveau momentum, c'est pas génial, mais quand même, on a des petits indices. Au niveau, comment dire, structure localisation, c'est oui. À partir de là, ici, on a un très gros creux dans le volume, vous le voyez là. Puisque tout simplement on a passé cette zone assez rapidement, ça s'est fait en 2 jours, et il n'y a pas eu de latéralisation ni de gros business de fait dans cette zone. Donc ça c'est un danger, on va l'appeler ici,
quelque chose qui est dangereux, c'est-à-dire que si vous rentrez là-dessus, il faudra le faire par petites salves, éventuellement si on baisse en DCA, tout simplement jusqu'à aller remplir toute cette zone-là, et puis ensuite potentiellement repartir ici. Mais ne rentrez pas 100% de votre investissement sur Flux à l'instant T, ça n'est pas une bonne idée, d'accord? Si jamais le marché ici se retourne et vous donne les structures qu'il veut vous donner, ça veut dire qu'on laissera cette zone pour plus tard, ou qu'on la laissera pour toujours, mais que ça restera toujours un colosse au pied d'argile, si jamais ça en est un. Donc du coup, attention à ça. À partir de là, on ne va pas pousser l'analyse fondamentale trop loin sur Flux, mais on va quand même en faire un petit peu. Donc c'est quoi Flux? C'est du Web 3.0, c'est-à-dire globalement, le Web 3.0, c'est, vous aviez eu le Web 1.0, c'est tout simplement le Web est comme une bibliothèque en lecture seule, il n'y a pas vraiment d'interaction. Le Web 2.0, c'est le Web dont le contenu est créé par les utilisateurs, c'est-à-dire tout simplement comme moi je suis en train de faire là, je suis en train de vous faire une vidéo, on utilise YouTube pour le faire, donc c'est très centralisé. Le Web 2.0 utilise des plateformes très centralisées comme Google, Wikipédia, etc. Le Web 3.0 c'est la même chose, sauf que les serveurs et les diffuseurs de contenu sont open source et appartiennent aux utilisateurs, d'accord? C'est-à-dire, moi-même, en créant du contenu pour YouTube, par exemple, je suis en partie un tout petit peu propriétaire également de YouTube, donc tout simplement, je prends en partie les bénéfices qui pourraient appartenir à YouTube. Voilà, tout simplement, c'était pour prendre un exemple, hein. Après... donc du coup voilà, là on explique que en fait Flux c'est pas uniquement une crypto-monnaie, mais c'est carrément un monde dans son entier avec un système d'exploitation et avec également un wallet multi-blockchain qui s'appelle Zelcore qui est très bien. C'est-à-dire ce wallet vous permet, et là je passe un petit peu, ce wallet vous permet de stocker vos crypto-monnaies en ayant vos propres clés. Il est non-custodial, ça veut dire que tout simplement vous ne laissez pas vos bitcoins sur un exchange, mais les bitcoins ou toutes les autres crypto-monnaies, vous avez les clés, elles vous appartiennent. Si à un moment donné Zelcore disparaît, avec vos clés, vous pourrez aller ouvrir sur n'importe quel wallet vos cryptos également. Donc vous comprenez ici l'idée de la décentralisation également du wallet de la part de Flux et tout un système FluxOS avec des parallèles assets, c'est-à-dire que Flux joue sur l'interopérabilité, mais il décide de faire mieux que les oracles. Pourquoi les oracles? Pourquoi je vous parle des oracles ici? C'est-à-dire que l'interopérabilité sur Flux, elle se fait par un autre mécanisme que je vais vous expliquer aussi, parce que de toute façon, je me rendais compte que je ne voulais pas faire trop longtemps sur le fonda, mais il va falloir. Donc du coup, l'interopérabilité, elle se fait tout simplement par des parallèles assets, des blockchains parallèles, on va dire. Là où finalement sur des oracles ou des choses comme ça, vous aurez plus, tendance à avoir un organisme central qui lui-même va collecter toutes les informations, etc. Donc tout simplement, par exemple, un oracle est très centralisé, donc ça c'est un problème pour la blockchain. La blockchain cherche toujours un juste milieu entre la décentralisation, la sécurité et la décentralisation, la sécurité et j'ai un trou de mémoire, mais ça va me revenir. Donc du coup, et ça m'énerve quand je trouve pas mes mots comme ça, mais c'est pas grave, ça va me revenir. Donc du coup, ici, vous comprenez que Flux est énormément décentralisé. La scalabilité, voilà. Donc la scalabilité, c'est le nombre de transactions par seconde. Donc il faut aller très vite, il faut être très sécurisé, il faut être très décentralisé. Et à ce moment-là, vous avez une très bonne blockchain. Donc à partir de là, le Flux, est très décentralisé. Et ça, c'est une très bonne chose pour lui, surtout pour tout simplement construire la narration du Web 3.0 qui elle-même est dans un objectif de décentralisation. D'accord? Vous avez donc à partir de là un système sur Flux qui est relativement complexe de manière à valider les transactions. Vous avez à la fois des masternodes et à la fois du proof of work, donc du mining, en l'occurrence du mining GPU, là, en ce qui concerne Flux, c'est-à-dire avec des rigs de minage, etc. Donc vous avez à la fois de la preuve de travail et à la fois de la proof of stake, d'accord? Vous avez des masternodes au nombre de 2300, je pense qu'il y en a plutôt 3000 à l'heure actuelle, et vous avez des mini-nodes. Il n'y a pas besoin d'avoir un certain nombre de flux pour stacker. Ici, vous voyez très bien les blockchains parallèles, parce que je vous parle des parallèles assets, c'est-à-dire Flux Cadena, Flux ETH, Flux BNB, etc. Si jamais on voulait regarder la tokenomique de ce projet, on irait voir le white paper, et là on va passer directement tout de suite sur la tokenomique dans son ensemble. Ici, vous comprenez qu'il y aura 440 000 flux au maximum. Pour l'instant, vous avez, je crois, 50% de l'offre qui est diluée, à peu près 53%. Donc, il va y avoir de l'inflation sur ce projet. Ensuite, les gens qui bloquent leur flux, etc., ont comme reward aussi également une partie des autres blockchains en parallèle, c'est-à-dire le flux Cadena, le flux BNB, le flux Tron, le flux ETH.
Tout ça finalement se libère petit à petit pour au final à créer 5 millions de tokens au bout de 10 mois. Mais comprenez bien que sur le mainnet, sur la blockchain Flux, il n'y aura que 440 000 Flux au final. Vous pouvez aller voir si vous voulez là sur Etherscan bah, le smart contract de Flux, hein, puisque Flux c'est plus ou moins un token ERC20 en fait, hein, donc vous pouvez tout à fait aller voir ce qui se passe de ce côté-là. Et puis voilà, ne confondez pas Flux et le Flux Protocol, c'est deux choses qui sont différentes. Et ne confondez pas Flux et le token réellement Flux, parce que sinon vous ne verrez qu'une partie ici de l'iceberg, bien entendu. Flux, c'est un monde vraiment dans son ensemble, avec le FluxOS, qui va être l'application sur laquelle vous pourrez sortir vous-même d'autres applications, vous pouvez sortir des dApps, qui lui-même est très développeur-friendly et qui lui-même permettra de sortir des applications en open source sur plus de 10 langages différents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'à partir du moment où vous pourrez mettre dans le bon paquet votre application, c'est-à-dire si vous l'avez développé sur un autre langage, mais que vous pouvez l'envelopper dans le paquet cadeau qui correspond à la blockchain Flux, elle sera automatiquement vérifiée, puis ensuite mise sur le marché, on va dire, comme une dApp valide sur la blockchain Flux. À partir de là, donc je vous ai expliqué le système de minage, je vous ai expliqué le Web 3.0, je vous ai expliqué le wallet. Je pense qu'on a fait le tour sur le Fonda, sinon ça serait un peu trop long. Donc on va passer maintenant sur les prises de profit. À quel moment on prend profit là-dessus si on rentre à l'instant T. Et encore une fois, je fais un disclaimer là, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de rentrer tout de suite, et je vous ai montré ici ce volume profile, et vous pouvez rentrer en DCA tout simplement en allouant certaines parties de votre capital petit à petit. Néanmoins, pour moi, il y aura, et je ne sais pas pourquoi j'ai posé ce FIBO comme ça, là. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Hop. 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 On va le mettre plus haut ici. Donc, il y aura des niveaux de profit logiques au 0,618. Donc, on aura un niveau de profit ici au 3,16 $. On aura un niveau de profit logique au 1,618, donc au 6,36 $. On aura un niveau de profit logique au 2,618, 3,618 et 4,236, que moi, je ne mets pas souvent. En général, j'ai une toute petite somme ici. Si on va sur market cap off à market cap égal, ça nous donnerait une entrée dans le top 50 avec la market cap de EOS. Donc, c'est pas du tout déconnant d'aller chercher au moins le 3,618. Donc, pour moi, voilà, on simplifiera les choses ici. On enlèvera ce point ici au 4,84 $ et on ira chercher le 12,84 potentiellement. Enfin, le 12,76. Vous voyez qu'à chaque fois, je me mets légèrement en dessous, hein, bien sûr, des points 618, puisque si tout le monde fait pareil, et ben, à un moment donné, je risque de ne pas toucher mes points de vente. Donc voilà, Flux, structure intéressante. Ici, le retracement, je le trouve intéressant. On ne fait pas un nouveau plus bas. Maintenant, les plus prudents attendront bien entendu soit ils mettront un tout petit point d'achat ici en se disant oui, j'y crois, soit ils attendront la cassure du W ici, mais vous serez déjà à 2,10 $. Voilà, narration intéressante, néanmoins inflation à venir. Voilà, narration qui n'est pas encore mûre. Le Web 3.0 pour moi n'est pas une narration qui est tout à fait mûre, mais néanmoins, il faut être early quand vous êtes dans des narrations qui vont potentiellement jouer un peu plus tard. Il faut être early. Donc voilà, et vous comprenez que Flux ici, si vous devez calculer ce que pour l'instant il l'a fait, c'est pas du tout un asset. Vous rentrez dans un top 145 puisque Flux est 163e à ce moment, et on parle de 3600% déjà, hein, de déjà acté. Donc, bien entendu que ce truc a déjà pumpé avant qu'on y rentre dessus. Donc là, c'est chercher un retracement pour pouvoir rentrer aussi. J'ai fait un tuto sur les Fibonacci. Dans lequel j'expliquais que les institutionnels, et là je vous explique les zones de rechargement du coup, mais les institutionnels vont avoir tendance à rentrer entre 0,50 et 0,618, c'est ce qui a été fait, vous voyez, forte zone d'accumulation ici. Ensuite, on a une autre zone d'accumulation si ça baisse plus bas, qui est la box d'achat que je vous ai mise là, qui est plutôt ce que j'appellerais une box crypto, c'est-à-dire gros retracement. Et ensuite, on a vraiment la zone où vous pouvez recharger super cool, sans problème, si vous avez foi dans le fondamental, jusqu'au de 0,786 à 0,9. OK. Donc voilà, là vous avez eu un petit peu toutes les zones de retracement sur lesquelles vous pouvez DCA éventuellement sur ce projet-là. Si jamais ça part, au moins vous serez dedans à hauteur de 10, 20, 25% de votre investissement. Soit vous décidez de DCA sur la montée parce que vous y croyez vraiment, soit vous laissez courir l'investissement, vous prenez votre profit et puis voilà, et puis ça en va.
Donc voilà, je pense avoir fait le tour. On va revenir sur Bitcoin pour faire un petit peu le truc habituel, c'est-à-dire où va le prix à partir de là. Et bien, tout simplement, là, vous voyez qu'on est en train de breaker les 42 500. Donc, on a cassé ici ce niveau-là. On a une jolie pattern de retournement en 4 heures. Si on vient ici en daily, vous comprenez que, et je vous avais parlé ici, des pleines lunes comme des éléments qui peuvent être, comment dire, catalyseurs. Là, il faudrait regarder quand sera la nouvelle lune, éventuellement. Voilà. Si vous croyez dans les pleines lunes, voilà, pourquoi pas. On pourrait en tout cas être haussier là, jusqu'à la prochaine nouvelle lune ici. Vous voyez qu'ici, la pleine lune n'avait pas du tout marché, et ici non plus. Donc, c'est pas du tout quelque chose qui est 100% du temps, hein. Donc, bien entendu, comment expliquer ça? Les pleines lunes sont un catalyseur. Je ne trade pas les pleines lunes, je trade les retournements. Et s'il y a une pleine lune en plus, et ben à ce moment-là, j'essaye de catalyser mon rebond et de réfléchir à mon rebond à cet instant-là. Voilà, ça m'aide éventuellement à me dire que potentiellement, il va y avoir des shorteurs agressifs sur ces périodes-là. Ensuite, ben voilà, donc là, pour moi, on va aller assez facilement, vu qu'on a pété ce niveau-là, et il faudrait une clôture pour vraiment confirmer le fait qu'on a cassé cette bande rouge, ne pas reclôturer dedans, là, hein, ne pas faire un mouvement où on vient juste liquider les shorts et revenir réintégrer ici cette bande, auquel cas on ira plutôt traiter, là pour moi, la zone autour des 40 000 sur laquelle on a des liquidités là, de longueur un petit peu plus bas. Si jamais on la casse, on laissera ces mecs-là potentiellement gagner, en tout cas pour le moment, et puis on ira pour moi déjà à minima chercher la zone des 44,5. Selon ce qui se passe autour de la zone des 44,5, on pourra éventuellement réfléchir à aller chercher ce 49 000 là qui est là. Pour moi, sincèrement, la plus grosse résistance en date, c'est celle-là. Donc j'aurais tendance à prendre un tout petit peu de profit si jamais on va venir faire des bisous à cette zone-là. Et potentiellement racheter un pullback éventuellement après sur cette zone-là. Voilà, ce genre de choses. Voilà, c'est des choses que je pratique assez souvent. En trading simple, on achète tout simplement des supports et on vend des résistances. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans les choses aussi importantes, on a cassé on se rapproche, pardon, autant pour moi, des 1,95. Et là, on aura aussi potentiellement une résistance. À mon avis, ça correspond un petit peu aux 44 500 sur Bitcoin. Bon, vous savez que ça, c'est la market cap totale, donc ça dépend un petit peu de comment tout le monde re-rentre sur les altcoins ou re-rentre sur le Bitcoin. En ce moment, on a l'impression que les gens rentrent plutôt ici, excusez-moi, sur les altcoins en premier, enfin, qu'il y a un fort retour sur les altcoins. Ça, c'est pas très bon parce que ça veut dire que le nouvel argent ne fait pas pumper Bitcoin tout de suite. Moi, je préférais avoir une Bitcoin season un peu plus longue, mais où Bitcoin pump vraiment. Mais vous comprenez qu'en ce moment, tout le monde veut être au bon endroit, au bon moment. Donc, du coup, on a des mécanismes de marché qui se mettent en place avec de la dilution. Au moment où Bitcoin rebondit, il faut d'abord que les altcoins absorbent ce retour de demande puisque tout le monde achète des altcoins aussi. Donc, du coup, ça, c'est aussi des choses qu'il faut prendre en compte. Néanmoins, pour moi, niveau très important ici à péter, les 1,95 sur la market cap totale. Voilà, c'est tout hein, pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, vous abonner, activer la cloche des notifications. Le lien du Discord sera en description. Activez la cloche de notification, laissez un commentaire, mettre un like. Dans les commentaires un petit peu stupides, j'aime bien ici assez souvent faire des commentaires à la con pour les gens qui ont réussi à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on va donner un commentaire vraiment à la con. Si jamais vous deviez... Alors là, il est vraiment nul, je déteste en plus ce genre de questions, mais c'est ce qui m'est venu en aide. Si jamais vous deviez emporter sur une île déserte un objet, lequel prendriez-vous? Et ne répondez pas un bateau, sinon je n'accepterai pas cette réponse. Donc voilà, donc c'était pour les commentaires à la con d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous prendriez si jamais vous étiez amené à partir sur une île déserte avec vous? C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée à tous et merci de votre fidélité et de votre bienveillance. À bientôt.